La maîtresse de mon mari a emménagé dans ma chambre pensant avoir volé ma vie. Elle n'avait aucune idée que je m'apprêtais à offrir à sa famille la vérité sur un plateau d'argent. Quand ses parents conservateurs ont frappé à la porte s'attendant à rencontrer son petit ami divorcé, ils ont reçu une leçon de réalité qui a détruit plus que sa relation. Je m'appelle Evelyn Water. J'ai 36 ans et jusqu'à récemment, j'habitais une maison de style Tudor à Westfield, Connecticut. L'une de ces banlieues parfaites où chaque pelouse semble entretenue par des professionnels. Et le plus grand scandale est généralement quelqu'un qui sort ses poubelles un jour plus tôt. Pendant 8 ans, cette maison a été mon sanctuaire, un lieu que j'avais soigneusement décoré avec des meubles anciens hérités de ma grand-mère, où je cultivais des roses primées dans le jardin, et où je pensais construire une vie qui durerait éternellement. Mon mari, Tom Brooks, a 39 ans, il est directeur régional des ventes pour une société pharmaceutique. Quand nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence médicale il y a 9 ans, il était charmant de cette manière facile et confiante que sont souvent les hommes qui réussissent. Je travaillais alors comme chercheuse médicale, spécialisée dans la conception d'essais cliniques pour les médicaments cardiovasculaires. Nous avons lié notre conversation lors de longues discussions nocturnes sur les tendances de l'industrie et nos ambitions partagées de faire une réelle différence dans le domaine de la santé. Tom voyage fréquemment pour le travail, il l'a toujours fait. Au début, je trouvais ses récits de différentes villes excitants. Il m'apportait des petits cadeaux de chaque voyage. Des ornements en verre soufflé de Seattle, du savon à la lavande de Portland, une écharpe vintage d'une boutique de Charleston. Ces jetons semblaient être la preuve que même lorsque nous étions séparés, j'étais dans ses pensées. Notre maison reflète la vie que nous avons construite ensemble au cours des premières années. La cuisine possède des armoires en érable faites sur mesure que Tom a insisté pour avoir parce qu'il disait vouloir que j'ai le meilleur espace pour les dîners que j'aime organiser. La chambre principale a des portes françaises qui s'ouvrent sur un petit balcon donnant sur le jardin. L'idée de Tom parce qu'il savait que j'aimais lire dehors le matin. Chaque pièce contient des souvenirs des décisions que nous avons prises en équipe. Des rêves que nous avons partagés concernant notre avenir. J'ai quitté mon poste de chercheuse il y a 3 ans lorsque le territoire de Tom s'est agrandi et que ses revenus ont doublé. Nous avons décidé que je devrais me concentrer sur le démarrage d'une famille et la gestion de notre foyer. La transition semblait naturelle à l'époque. L'emploi du temps de Tom était devenu de plus en plus exigeant et quelqu'un devait s'occuper de la partie domestique de notre vie, coordonner avec les entrepreneurs pour les améliorations de la maison, gérer notre calendrier social, entretenir les relations avec nos 2 familles. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est la rapidité avec laquelle je disparaîtrais dans le rôle de l'épouse de Tom. Lors des événements d'entreprise, les collègues me saluaient poliment, mais dérivaient inévitablement vers des discussions professionnelles qui m'excluaient. Les voisins me connaissaient comme la femme qui avait toujours des fleurs fraîches dans ses jardinières avant et organisait des dîners élégants, mais peu connaissaient mon parcours professionnel ou mes intérêts actuels. Pendant les absences de Tom, qui devenaient de plus en plus longues et fréquentes, j'ai développé mes propres routines. J'ai fait du bénévolat à la société historique locale, aidant à numériser leurs archives de documents du 19e siècle. J'ai découvert que j'avais un talent pour la recherche généalogique et j'ai commencé à aider d'autres familles à retracer leur ascendance. Ces activités ont commencé comme des moyens de passer le temps, mais elles sont devenues véritablement épanouissantes. J'étais doué pour le travail de détective, pour trouver des liens que d'autres manquaient, pour assembler des histoires à partir de fragments d'informations. Les signes de changement dans notre mariage étaient subtils au début. Tom avait toujours été attentionné à son retour de voyage, impatient de renouer et de partager des expériences, mais progressivement ses retrouvailles sont devenues formelles. Il rentrait à la maison, triait le courrier, vérifiait constamment son téléphone et se retirait dans son bureau pour rattraper les choses. Nos conversations sont passées de longs débriefings sur ses voyages à de brefs échanges sur la logistique du ménage. J'ai remarqué d'autres petits changements. Tom a commencé à prendre son téléphone dans la salle de bain, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il recevait des appels à des heures inhabituelles et sortait pour les prendre, prétendant qu'il s'agissait de problèmes urgents avec des clients dans différents fuseaux horaires. Ces cadeaux ont cessé. Lorsque j'ai mentionné le manque de ces petites surprises, il a dit qu'il était trop occupé pour faire du shopping et m'a suggéré de commander quelque chose de sympa pour moi en ligne. La distance physique s'est accrue parallèlement à la déconnexion émotionnelle. Tom a commencé à dormir de son côté de notre lit king size de manière à maximiser l'espace entre nous. Il prétendait s'adapter aux différents lits d'hôtel et avoir besoin d'espace pour s'étirer. Nos routines matinales, autrefois synchronisées et intimes,
sont devenues des activités parallèles effectuées dans le même espace sans interaction. Je me disais que ces changements étaient des produits temporaires du stress au travail et l'évolution naturelle d'une relation à long terme. Tom était envisagé pour une promotion au poste de directeur national des ventes, un poste qui exigerait encore plus de déplacements au début, mais qui promettait une plus grande stabilité et des revenus à terme. Je me suis convaincu que soutenir ses ambitions professionnelles était un investissement dans notre avenir commun. Durant cette période, je me suis davantage consacré à mon travail bénévole. La Société historique m'a demandé de diriger un projet documentant les histoires des familles locales qui avaient immigré à Westfield au début des années 1900. Le travail nécessitait d'interviewer des résidents âgés, de rechercher des documents dans plusieurs États et de créer des arbres généalogiques détaillés qui révélaient des liens surprenants entre des familles apparemment sans lien. Ce projet m'a appris des compétences que je ne m'attendais pas à utiliser. Comment vérifier les informations auprès de plusieurs sources? Comment identifier les incohérences dans les dossiers officiels? Comment extraire avec tact des informations sensibles de sources réticentes? J'ai appris que les gens mentent souvent sur de petits détails pour se protéger ou protéger les autres. Mais ces mensonges créent généralement des schémas que l'observation attentive peut détecter. J'ai aussi appris que presque tout le monde sous-estime la détermination d'une femme qui semble organiser tranquillement des archives dans une petite société historique de province. À l'hiver dernier, les absences de Tom s'étendaient à 3 semaines à la fois. Il appelait tous les quelques jours, des conversations qui semblaient obligatoires plutôt que sincères. Je lui tenais au courant des affaires du ménage et des nouvelles locales. Il fournissait des résumés vagues de réunions avec les clients et d'expériences hôtelières. Aucun de nous ne mentionnait à quel point nous étions distants ou ne se demandait si c'était le mariage que nous voulions vraiment, mais je me posais la question en privé. Et plus important encore, je me préparais à la possibilité que mes soupçons sur la véritable raison des absences croissantes de Tom se révèlent éventuellement corrects. Le premier signe concret que quelque chose avait fondamentalement changé est arrivé un mardi soir de février. Tom était à la maison depuis exactement 36 heures après un voyage de 2 semaines dans ce qu'il prétendait être des sites clients à travers le sud-est. J'avais préparé son plat préféré, du saumon en croûte d'herbe avec des légumes rôtis, et j'ai ouvert une bouteille du pinot noir que nous avions gardé de notre voyage d'anniversaire dans la vallée de Napa. Pendant le dîner, son téléphone a vibré sur la table. Tom a jeté un coup d'œil et tout son comportement a changé. Ses épaules se sont tendues et il a attrapé l'appareil avec une urgence que je ne lui avais jamais vue pour des communications professionnelles, même en cas de crise réelle. « Désolé, c'est Marcus du territoire d'Atlanta », a-t-il dit, déjà debout. « Il y a un problème avec le contrat de l'université Emory qui pourrait faire capoter toute l'affaire. » J'ai hoché la tête, mais quelque chose n'allait pas. Tom n'avait jamais mentionné quelqu'un nommé Marcus, et en 8 ans de mariage, j'avais appris à connaître la plupart des noms de ses collègues. Plus troublant encore, son langage corporel. Il s'est détourné de moi avant même de regarder le message, comme si le fait de protéger l'écran était plus important que d'expliquer l'interruption. Il a disparu dans son bureau pendant 45 minutes. Quand il est revenu, il était dans une humeur presque euphorique, complètement différent de l'urgence stressée dont il avait fait preuve en quittant la table. Il a aidé à débarrasser la vaisselle, a demandé des nouvelles de ma journée avec un intérêt renouvelé et a suggéré que nous regardions un film ensemble. Cela semblait performatif, comme s'il en faisait trop pour compenser quelque chose. Au cours des semaines suivantes, ces interruptions téléphoniques sont devenues routinières, toujours urgentes, nécessitant toujours la confidentialité, toujours suivies par Tom semblant soit ravi, soit distrait d'une manière qui ne correspondait pas à ses explications. J'ai commencé à prêter plus attention au schéma. Les appels arrivaient le plus fréquemment les mardis et jeudis soirs, généralement entre 19h et 21h. Les explications de Tom variaient. Urgence client, conférence téléphonique avec les équipes de la côte ouest, négociation de contrats urgentes, mais le timing était suspectement constant pour des crises d'affaires réellement aléatoires. La création et la mise en vie de ce récit ont nécessité d'innombrables heures de travail dévouées. Donc, si vous trouvez de la valeur dans ce que nous partageons, veuillez envisager de rejoindre notre communauté en vous abonnant. Votre soutien fait vraiment toute la différence. Maintenant, continuons notre histoire. J'ai également remarqué des changements dans l'apparence et les habitudes de Tom. Il avait toujours été méticuleux dans sa toilette, mais soudain, il passait beaucoup plus de temps dans la salle de bain avant les voyages, utilisant une eau de Cologne que je ne reconnaissais pas et en portant des vêtements que je ne l'avais jamais vu porter. Lorsque j'ai demandé à propos d'un nouveau blazer marine accroché dans son placard,
il a prétendu qu'il remplaçait celui qui avait été endommagé au pressing, mais je n'avais jamais vu l'original et je ne trouvais aucun reçu de pressing. Son emploi du temps de voyage s'est intensifié à l'approche du printemps. Ce qui était des voyages de 2 semaines est devenu des voyages de 3 semaines, et la fréquence a augmenté. Tom a commencé à prendre de longs week-ends, même lorsqu'il était censé être entre des missions professionnelles importantes. Ses explications sont devenues plus élaborées. Retraite de team building, conférence de l'industrie, session de formation spéciale pour sa promotion imminente. J'ai commencé à tenir un calendrier, non pas parce que j'étais suspicieuse au départ, mais parce que j'avais du mal à suivre quand il serait à la maison. En regardant le schéma sur 3 mois, j'ai réalisé que Tom était absent plus de 70% du temps. Pour quelqu'un qui était censé être pris en considération pour un poste de directeur national, il semblait avoir remarquablement peu de surveillance des territoires existants ou d'implication dans les réunions de planification stratégique qui auraient normalement lieu au siège de la société. Le changement le plus troublant a été dans notre relation physique. Tom n'avait jamais été trop affectueux, mais nous avions maintenu une intimité confortable tout au long de notre mariage. Cela s'est presque complètement arrêté. Il prétendait être épuisé par les voyages, stressé par la pression du travail, ou avoir besoin de rattraper son sommeil après s'être adapté à différents fuseaux horaires. Lorsque j'ai essayé d'initier une connexion, il répondait par des baisers distraits sur mon front et une redirection douce mais ferme vers une intimité non physique. J'ai commencé à me sentir comme une concierge d'hôtel dans ma propre maison. Tom arrivait. Je le briefais sur tout ce qui nécessitait son attention. Il gérait la logistique à distance depuis son bureau, puis il repartait. Nos conversations se limitaient rarement à la gestion du ménage et à son emploi du temps de voyage. Il a arrêté de me poser des questions sur mon travail bénévole ou les projets de généalogie qui étaient devenus de plus en plus importants pour moi. Durant cette période, mes compétences de chercheuse se sont considérablement développées. Le projet d'immigration à la Société historique s'était étendu pour inclure des familles de 3 villes voisines, et j'étais devenue experte pour suivre les gens dans plusieurs États et décennies. J'ai appris à utiliser des bases de données en ligne sur lesquelles les généalogistes s'appuient pour trouver des actes de mariage, des transferts de propriété, des historiques d'emploi, et même des liens sur les réseaux sociaux entre les membres de la famille. J'ai également découvert que j'avais un talent pour lire entre les lignes des documents officiels. Les gens fournissent souvent des informations qui semblent claires mais contiennent des incohérences subtiles lorsqu'elles sont examinées attentivement. Un certificat de mariage qui liste une adresse où le couple n'a jamais réellement vécu. Des dossiers d'emploi qui ne correspondent pas aux déclarations fiscales. Des publications sur les réseaux sociaux qui contredisent les plans de voyage déclarés. Ces divergences indiquent généralement que quelqu'un gère plusieurs versions de sa vie. Un soir, fin mars, alors que Tom était en voyage pour ce qu'il décrivait comme une mission critique de rétention de clients en Carolina, j'ai décidé d'appliquer ses compétences de recherche à notre propre vie. Non pas parce que j'avais l'intention d'espionner mon mari, mais parce que je perdais le fil de ses obligations professionnelles et que je voulais mieux comprendre les exigences de sa promotion potentielle. J'ai commencé par le site web de sa société à la recherche de communiqués de presse ou d'annonces concernant l'expansion dans les territoires du Sud-Est. Ce que j'ai trouvé était préoccupant. La société pharmaceutique avait en fait réduit son personnel de vente régional il y a 6 mois, consolidant les territoires et réduisant les exigences de déplacement pour le personnel existant. Il n'y avait aucune mention de nouveaux postes de directeur national ou d'expansion sur les marchés où Tom prétendait passer la majeure partie de son temps. J'ai appelé le numéro principal de la société et j'ai demandé à être mis en contact avec Marcus du territoire d'Atlanta. La réceptionniste m'a transféré à 3 départements différents avant d'admettre finalement qu'il n'avait aucun employé portant ce nom dans aucun emplacement du Sud-Est. Lorsque j'ai demandé l'emploi du temps de Tom, prétextant que j'essayais de coordonner un événement familial, on m'a dit que leur dossier indiquait qu'il travaillait principalement depuis le bureau du Connecticut avec des excursions d'une journée occasionnelle chez des clients dans la région métropolitaine de New York. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de thé et mon ordinateur portable, fixant des informations qui ne correspondaient à rien de ce que mon mari m'avait dit depuis des mois. Tom ne voyageait pas pour le travail. La promotion qu'il avait mentionnée n'existait pas. Les collègues qu'il avait mentionnés n'étaient pas réels. Les appels d'affaires urgents ne venaient pas de sa société. J'ai ressenti un calme étonnant en traitant cette réalisation. Les compétences que j'avais développées en recherchant l'histoire des familles d'autres personnes venaient de révéler que mon propre mari vivait un mensonge soigneusement construit.
La question était maintenant de savoir si je voulais savoir quelle vérité il cachait ou si je préférais l'incertitude à ce que je pourrais découvrir. J'ai choisi la vérité. L'appel qui a brisé mon monde est arrivé un jeudi matin ensoleillé d'avril, pendant que je coupais les roses fanées dans mon jardin. J'attendais le retour de Tom de son dernier voyage d'affaires ce soir-là et j'avais prévu de le confronter aux incohérences que j'avais découvertes. Mon téléphone a sonné exactement à 10h47. Je me souviens de l'heure car je chronométrais mon jardinage pour éviter la chaleur de l'après-midi. Evelyn, nous devons parler. La voix de Tom était différente. Pas le ton chaleureux qu'il utilisait lorsqu'il essayait de me gérer, mais plat et professionnel. Bien sûr. Vous appelez de la route ? J'ai retiré mes gants de jardinage, soudainement alerté par quelque chose dans son ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Je ne rentre pas à la maison ce soir. En fait, je ne rentrerai pas à la maison avant un moment. Peut-être pas du tout. Il a fait une pause et j'ai pu entendre le trafic en arrière-plan, mais aussi autre chose. Une voix de femme disant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer clairement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là que vous ne rentrez pas à la maison ? Tom, qu'est-ce qui se passe ? Écoute, ça ne marche plus. Nous le savons tous les deux. Nous vivons comme des colocataires depuis des mois, et j'ai trouvé quelqu'un qui me rend heureux. Vraiment heureux. Sa voix a gagné en confiance en parlant, comme s'il avait répété cette conversation. Elle s'appelle Chloé, et je veux être avec elle. Je me suis assise lourdement sur mon banc de jardin, traitant des mots qui semblaient surréalistes. Vous avez une liaison. Je n'appellerai pas ça comme ça. Ce que Chloé et moi avons, c'est réel. Ce que nous avons, il a laissé échapper. Écoute, je n'essaie pas de te faire de mal, mais je ne peux plus faire semblant. La cruauté désinvolte de sa formulation m'a frappé comme un coup physique, pas essayer de te faire de mal, comme si ma douleur était un effet secondaire malheureux qu'il préférerait éviter plutôt que quelque chose qu'il avait activement causé. Alors, qu'est-ce que vous dites exactement, Tom ? Je dis que je veux un divorce. J'ai déjà parlé à un avocat, et je m'assurerai que vous soyez bien pris en charge financièrement. Vous pouvez garder la maison jusqu'à ce que nous réglions les détails. C'est là que j'ai entendu sa voix plus clairement en arrière-plan. Bébé, parle-lui du calendrier. Nous devons savoir quand nous pouvons commencer à déplacer mes affaires. Mon sang s'est glacé. Est-elle là avec vous en ce moment ? Evelyn, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile qu'il ne l'est déjà. Est-elle en train d'écouter votre divorce avec votre femme au téléphone ? Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. La voix de la femme est sortie clairement cette fois. Tom, sois juste honnête avec elle. Nous planifions ça depuis des semaines. Je me suis levé, faisant les 100 pas sur ma pelouse parfaitement entretenue. Des semaines ? Vous préparez votre départ depuis des semaines et vous ne pensez pas que j'ai le droit de savoir. Je voulais attendre que je sois sûr de ce que je voulais, et maintenant je le suis. La voix de Tom avait ce ton patient et condescendant qu'il utilisait quand il pensait être raisonnable. Chloé me fait me sentir de nouveau vivante. Jeune, elle est excitée par la vie d'une manière contagieuse. Quel âge a-t-elle, Tom ? Silence. Alors l'âge n'a pas d'importance quand on trouve une vraie connexion. Quel âge ? 24 ans. J'ai ri, un son sec et amer qui m'a surprise. 24 ans. Elle est à peine plus âgée que certains des étudiants diplômés que j'avais l'habitude de superviser. Ne sois pas comme ça, Evelyn. Il ne s'agit pas de l'âge. Il s'agit de la compatibilité, de se sentir compris et apprécié. La voix de la femme a interrompu à nouveau. Nous perdons du temps. Dis-lui juste que nous venons chercher tes affaires samedi. J'ai envie de voir la maison de toute façon. Cette phrase m'a arrêté net. Elle veut voir notre maison. Eh bien, oui. Chloé est curieuse de savoir où j'ai vécu avant. Elle veut comprendre cette partie de ma vie. La partie où vous étiez mariée avec moi. Evelyn, tu rends ça inutilement dramatique. Mais j'écoutais à peine maintenant, car soudain tout prenait son sens. Il ne s'agissait pas seulement que Tom me quitte pour une femme plus jeune, il s'agissait de l'amener dans mon espace, mon sanctuaire, pour satisfaire sa curiosité sur sa vie antérieure. Comme si j'étais une pièce de musée de son passé que sa nouvelle petite amie voulait visiter. Vous voulez l'amener dans notre maison. J'ai dit lentement, laissant la réalité s'installer. Juste pour récupérer tes affaires.
Ce sera rapide et civil si vous le permettez. Et elle veut voir où nous vivons ensemble. Chloé est juste, elle est intéressée par la compréhension de mon histoire. Elle n'essaie pas d'être blessante. La désinvolture de sa trahison était époustouflante. Non seulement il me quittait pour quelqu'un d'assez jeune pour être notre fille, mais il en avait déjà discuté la logistique avec elle. Ils avaient planifié cela ensemble, décidé du calendrier, préparé cette conversation, et maintenant il voulait visiter ma maison comme si c'était une attraction touristique. Tom, laissez-moi vous demander quelque chose. Chloé sait-elle que vous êtes toujours mariés? Bien sûr qu'elle le sait. Et elle est à l'aise avec ça. Avec vous appelant votre femme pour annoncer que vous partez pendant qu'elle écoute, qu'elle vient dans la maison que vous partagez avec votre femme pour récupérer vos affaires. Elle a été très compréhensive à propos de la situation. J'imagine qu'elle l'a été. J'étais surprise par le calme de ma voix. Qu'est-ce qu'elle a été exactement compréhensive? À quel point le divorce peut être compliqué? À quel point nous avons dû attendre le bon moment pour vous le dire, le bon moment? J'ai répété ces mots, goûtant leur absurdité. Et quand cela aurait-il été, Tom? Après que vous ayez déménagé toutes vos affaires, après que vous ayez déposé les papiers, après que vous l'ayez présenté à vos collègues comme votre petit ami. Vous déformez les choses. Nous essayons de gérer cela comme des adultes. Des adultes. J'ai rebroussé chemin vers ma maison, regardant les portes françaises que Tom avait insisté pour avoir pour la chambre principale, le jardin que nous avions planifié ensemble, la vie que nous avions construite qu'il jetait maintenant négligemment. Dites-moi, Tom, qu'est-ce que Chloé fait dans la vie? C'est une instructrice de fitness. Elle enseigne le yoga et le pilate dans un studio au centre-ville. Au centre-ville où? Ici à Charlotte. Charlotte? Il n'était même pas dans un état différent. Il vivait une double vie à 2 heures de notre maison. Assez près pour pouvoir y aller et revenir facilement. Assez loin pour maintenir la fiction des voyages d'affaires. Depuis combien de temps vivez-vous à Charlotte, Tom? Ce n'est pas important. Combien de temps? 3 mois. J'ai raccroché. Je suis resté dans ma cuisine pendant exactement 5 minutes après avoir raccroché, regardant la trotteuse faire le tour de l'horloge sur mon mur. Non pas parce que j'étais en état de choc, mais parce que je réfléchissais. Tom venait de me donner des informations cruciales. Une ville, une profession, un prénom, et la connaissance qu'il planifiait cela depuis des semaines. Dans mon travail de généalogiste, j'avais appris que 3 points de données solides suffisaient généralement pour trouver n'importe qui. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé par la recherche la plus simple. Studio de yoga et pilates à Charlotte, Caroline du Nord. Il y en avait des dizaines, mais j'ai systématiquement vérifié les pages des instructeurs de chacun d'eux. Sur le site web de Sevent Studio, je l'ai trouvé, Chloé Shields, 24 ans, originaire d'Asheville. La photo montrait une blonde petite avec ce genre de beauté naturelle qui vient de la jeunesse et de l'exercice quotidien. Sa biographie mentionnait qu'elle enseignait depuis 2 ans et se spécialisait dans le mouvement conscient pour les professionnels occupés. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai recoupé son nom avec des bases de données de dossiers publics que j'avais appris à naviguer grâce à mon travail bénévole. En 1 heure, j'avais son adresse, un complexe d'appartements modernes dans le quartier branché de Sutton à Charlotte. J'ai trouvé ses profils sur les réseaux sociaux, des images soigneusement sélectionnées de smoothies verts, de poses de yoga au coucher du soleil et de citations inspirantes sur le fait de vivre authentiquement. Mais ce sont ces liens familiaux qui se sont avérés les plus intéressants. Le profil Facebook de Chloé listait sa ville d'origine comme Asheville et montrait des enregistrements fréquents dans des lieux là-bas. Ces photos révélaient des réunions de familles régulières, de grands groupes de personnes habillées de manière conservatrice lors de ce qui semblait être des événements religieux et des célébrations de fêtes. Son statut relationnel avait récemment changé de célibataire à compliqué, mais elle avait été prudente de ne publier aucune photo avec Tom. J'ai passé les 3 jours suivants à mener ce que j'appelais en privé une surveillance numérique. J'ai appris que Chloé venait d'une famille baptiste influente d'Asheville. Son père, Bradley Shields, était diacre à la First Baptist Church d'Asheville et possédait une entreprise de construction florissante. Sa mère, Penelope, était fortement impliquée dans les activités de l'Église et les organisations politiques conservatrices locales. Chloé avait 2 jeunes frères, tous 2 vivant encore à la maison et actifs dans les programmes pour jeunes de l'Église. La présence de la famille sur les réseaux sociaux dépeignait une image de valeur traditionnelle,
de foi religieuse forte et de croyances profondément ancrées sur le mariage et la famille. Penelope Shields partageait fréquemment des articles sur la sainteté du mariage et l'importance de fondations morales solides. Le site web de l'entreprise de Bradley présentait des témoignages louant son intégrité et ses valeurs chrétiennes. Ce n'était pas une famille qui serait à l'aise avec sa fille vivant avec un homme marié. J'ai également découvert que Chloé avait été moins que honnête avec sa famille à propos de sa situation actuelle. Ses récentes publications mentionnaient des changements passionnants et de nouvelles opportunités, mais rien à propos de Tom. Lorsque les membres de la famille commentaient en demandant des détails, elle éludait avec des réponses vagues sur le fait de se concentrer sur sa croissance personnelle et de suivre son cœur. Samedi matin, j'avais compilé un dossier complet sur Chloé Shields et sa famille. Je connaissais leur adresse, leur église, leurs liens sociaux et leurs valeurs. Je savais aussi exactement comment utiliser cette information. Tom est arrivé à 11h dans une BMW argentée que je n'avais jamais vue auparavant. Chloé était sur le siège passager, l'air nerveuse mais curieuse alors qu'ils entraient dans notre allée. J'ai regardé par la fenêtre du salon alors qu'elle examinait notre maison, pointant les détails architecturaux et gesticulant avec animation. Elle était encore plus jolie en personne, avec ce type de confiance naturelle qui vient du fait de n'avoir jamais connu de réelles conséquences pour ses actions. J'ai ouvert la porte d'entrée avant qu'il ne puisse sonner. « Bonjour, Tom. Tu dois être Chloé. » Je lui ai tendu la main avec un sourire chaleureux. « Je suis Evelyne. On m'a beaucoup parlé de vous. » Chloé m'a serré la main, visiblement surprise par mon attitude amicale. « Bonjour, Madame Brox. C'est vraiment gentil à vous de nous laisser venir. S'il vous plaît, appelez-moi Evelyne, et ce n'est pas un problème du tout. Tom, vos cartons sont dans le garage. Pourquoi ne commencez-vous pas à les charger pendant que Chloé et moi faisons connaissance? » Tom avait l'air méfiant, mais Chloé semblait sincèrement ravie de mon acceptation apparente de la situation. « J'adorerais ça, a-t-elle dit. Votre maison est magnifique. Tom a dit que vous aviez un goût incroyable. Merci. Voulez-vous un café? Je viens de faire une nouvelle fournée. » Pendant que Tom disparaissait dans le garage, j'ai emmené Chloé dans ma cuisine. Elle a admiré les armoires faites sur mesure, les comptoirs en granit, les appareils électroménagers professionnels. « C'est comme quelque chose sorti d'un magazine, a-t-elle dit. Vous devez adorer recevoir ici. J'adore. Nous avons organisé de merveilleux dîners au fil des ans. J'ai versé 2 tasses de café et lui ai fait signe de s'asseoir à l'îlot de cuisine. Tom a mentionné que vous étiez originaire d'Asheville. Quelle belle région. Oh, vous connaissez Asheville. Son visage s'est illuminé. J'adore cet endroit. Toute ma famille est toujours là, en fait. Comme c'est merveilleux que vous soyez proche de votre famille. Soutiennent-ils votre nouvelle relation? Un léger rougissement a traversé ses joues. Eh bien, ils ne connaissent pas encore tous les détails. Je veux attendre que tout soit plus réglé. Vous savez, bien sûr, que les relations familiales peuvent être compliquées lorsqu'il y a de grands changements. J'ai siroté mon café, en la regardant attentivement. J'imagine qu'ils voudront rencontrer Tom une fois que les choses seront plus officielles. Oui, absolument. Mes parents sont très traditionnels pour rencontrer quiconque avec qui je suis sérieux. Ils voudront probablement l'inviter à dîner, le rencontrer correctement. Elle a fait une pause, puis a ajouté doucement. Ils ne sont juste pas au courant de la situation du divorce. J'ai hoché la tête avec compréhension. Cela peut être une conversation difficile à avoir avec des parents traditionnels. Exactement. Ils sont très religieux, très conservateurs sur le mariage et les relations. J'espère qu'une fois qu'ils rencontreront Tom et verront à quel point nous sommes heureux ensemble, ils comprendront. J'ai posé ma tasse de café et les regardé directement. Chloé, puis-je vous demander quelque chose? Combien de temps pensez-vous qu'il faudra pour que le divorce soit finalisé? Elle s'est décalée inconfortablement. Je ne suis pas vraiment sûr. Tom s'occupe de toutes les démarches juridiques. Pourquoi? Je pense juste à la situation de votre famille. S'ils sont traditionnels et religieux, ils pourraient avoir des questions sur le calendrier. Quand Tom et moi nous sommes séparés, quand les papiers ont été déposés, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application calendrier. Eh bien, vous avez mentionné que vous êtes ensemble depuis plusieurs mois, mais Tom ne m'a parlé du divorce qu'hier.
Si vos parents posent des questions sur les dates, il pourrait être gênant d'expliquer que vous étiez ensemble pendant qu'il était encore activement marié. Et vivait avec sa femme. La couleur a quitté le visage de Chloé. Nous n'étions pas. Je veux dire, Tom a dit que vous étiez séparés. Est-ce qu'il l'a fait? C'est intéressant, car nous vivions ensemble jusqu'à hier. Nous partagions un lit, organisions des dîners, entretenions des comptes bancaires conjoints. Je suis curieuse de savoir quelle serait votre définition de séparer au point. Elle m'a fixé, sa tasse de café gelée à mi-chemin de ses lèvres. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit doucement. Je ne suis pas en colère contre vous, mais je pense que votre famille mérite de connaître la vérité sur ce qu'elle accueille potentiellement dans sa vie. Après que Chloé et Tom soient partis ce samedi après-midi, Tom parlant à peine et Chloé ayant l'air pâle et secouée, je me suis assise dans ma maison soudainement silencieuse et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Ce que j'ai découvert sur sa famille n'était que le début. Au cours des 2 semaines suivantes, pendant que Tom s'installait vraisemblablement dans sa nouvelle vie à Charlotte, j'ai mis mes compétences de recherche au travail d'une manière que je n'aurais jamais imaginé devoir utiliser. La première chose que j'ai faite a été de créer une chronologie détaillée des voyages d'affaires de Tom au cours des 8 derniers mois, en les recoupant avec son emploi du temps de travail réel. Ce que j'ai trouvé était une tromperie systématique à une échelle époustouflante. Chaque voyage dans le territoire du Sud-Est coïncidait avec de longs week-ends où le bureau de Charlotte de sa société était fermé. Chaque réunion client urgente avait lieu les jours où son véritable travail exigeait qu'il soit disponible pour des conférences téléphoniques depuis notre bureau à domicile. Tom avait utilisé sa flexibilité légitime de travail à domicile pour disparaître pendant des jours entiers, maintenant son salaire et ses avantages tout en construisant une vie entièrement distincte à 2 heures de route. Il avait même imputé des dépenses personnelles à la carte de crédit de sa société, dîner avec Chloé, chambre d'hôtel pour des escapades romantiques, cadeaux que j'avais supposé être des frais de divertissement client. Mais la fraude financière était plus profonde que ce que j'avais initialement réalisé. En enquêtant sur nos comptes conjoints, j'ai découvert que Tom avait systématiquement déplacé de l'argent sur un compte séparé dont j'ignorais l'existence. De petits montants au début, $500 par-ci, $300 par-là, mais escaladant au cours des 3 derniers mois vers des transferts de $2000 et $3000. Il finançait sa double vie avec l'argent de notre mariage tout en me disant que nous devions faire attention à nos dépenses. Plus troublant encore, ce que j'ai trouvé en approfondissant nos dossiers hypothécaires et immobiliers. Tom avait tenté d'obtenir une ligne de crédit sur valeur domiciliaire sans ma connaissance, falsifiant ma signature sur les documents préliminaires. La demande avait été rejetée car la banque exigeait que les 2 époux comparaissent en personne pour vérification, mais la tentative révélait son intention d'extraire des liquidités de notre actif partagé pour financer sa liaison. J'ai également découvert qu'il liquidait des investissements que nous avions faits ensemble, y compris des comptes de retraite qui étaient censés être intouchables sauf en cas d'urgence. Plus de $45 000 avaient été retirés au cours des 6 derniers mois avec des pénalités de retrait anticipé et des implications fiscales qui nous auraient affectés tous les deux. Tom avait volé notre avenir pour acheter son bonheur présent avec Chloé. Mais ma découverte la plus précieuse a été entièrement accidentelle. En recherchant des dossiers immobiliers pour comprendre la situation du prêt sur valeur domiciliaire, j'ai découvert que la maison de ma grand-mère, celle qui m'avait été léguée il y a 5 ans, valait beaucoup plus que ce que j'avais réalisé. Quand grand-mère Rose est décédée, j'étais en deuil et submergé par les papiers de succession. Tom s'était occupé de la plupart des arrangements financiers, me disant que la propriété nécessitait des réparations importantes et serait difficile à vendre. Il avait menti. La maison était en excellent état et située dans un quartier d'Asheville qui avait connu une appréciation spectaculaire. Les estimations prudentes plaçaient sa valeur actuelle à $380 000. Tom m'avait convaincu de la garder comme propriété de location gérée par une société locale, mais je n'avais jamais vu les revenus locatifs parce qu'il avait fait en sorte qu'ils soient déposés sur un compte qu'il contrôlait à des fins fiscales. Ma grand-mère m'avait légué une maison d'une valeur de près de $400 000, et j'avais vécu comme quelqu'un qui dépendait du revenu des ventes pharmaceutiques de mon mari. Durant cette même période, j'élaborais un plan qui aurait rendu grand-mère Rose fière. C'était une femme formidable qui croyait aux conséquences et à la responsabilité. Son dicton préféré était « La lumière du soleil est le meilleur désinfectant ». Une phrase qu'elle utilisait chaque fois que des membres de la famille tentaient de cacher des vérités embarrassantes ou d'éviter de prendre la responsabilité de leurs actes. J'ai commencé à tout documenter. Capture d'écran de transfert bancaire, copie de documents falsifiés, enregistrement de l'emploi du temps réel de Tom par rapport à ses voyages déclarés,
preuve d'utilisation abusive des cartes de crédit de la société. J'ai consulté un avocat spécialisé dans les divorces qui s'occupait des cas impliquant des fraudes financières et des actifs cachés. J'ai appris que le comportement de Tom constituait non seulement de l'adultère, mais aussi de la violence financière, du vol, et potentiellement de la fraude criminelle. Mais plus important encore, j'ai finalisé les détails de mon plan pour la famille de Chloé. J'ai recherché le calendrier social de la famille Shields à travers le site web de leur église et les publications sur les réseaux sociaux. Bradley Shields entraînait l'équipe de baseball de son plus jeune fils, qui jouait des matchs tous les samedis après-midi. Pénélope faisait du bénévolat à la banque alimentaire du samedi matin de l'église. Ces deux activités se terminaient vers 15 h, laissant les après-midi du samedi libres pour le temps en famille. J'ai appris que la famille se réunissait traditionnellement pour le dîner du dimanche après les offices, invitant souvent la famille élargie et des amis proches. Ces rassemblements étaient fréquemment photographiés et publiés sur les réseaux sociaux, montrant de grands groupes de personnes habillées de manière conservatrice partageant des repas et célébrant des étapes importantes. Des occasions parfaites pour une fille fière de présenter son nouveau petit ami à la famille dont elle avait tant parlé. J'ai également découvert que Chloé avait dit à sa famille qu'elle fréquentait quelqu'un de spécial, mais elle avait été délibérément vague sur les détails. Les commentaires récents de sa mère sur Facebook montraient une curiosité croissante quant au moment où ils rencontreraient cet homme mystérieux qui rendait leur fille si heureuse. Ils allaient le rencontrer très bientôt, mais pas de la manière dont aucun d'entre eux ne s'y attendait. Le vendredi après-midi, j'ai appelé la maison de la famille Shields à Asheville et j'ai demandé à parler à Pénélope. Madame Shields, c'est Evelyn Water, et j'appelle avec une merveilleuse nouvelle concernant votre fille, Chloé. Pénélope Shields avait la voix chaleureuse et accueillante de quelqu'un habitué au comité d'accueil d'église et à l'organisation communautaire. Oh mon Dieu, comme c'est gentil de parler à l'une des amies de Chloé. Elle a mentionné avoir rencontré tant de personnes sympathiques à Charlotte. En fait, Madame Shields, j'appelle du Connecticut. Chloé sort avec mon mari, Tom, et ils sont si heureux ensemble qu'elle m'a demandé d'aider à organiser une surprise spéciale pour ce week-end. Il y a eu une brève pause. Votre mari, je suis désolé, ma chère, mais il doit y avoir une confusion. Chloé n'a pas mentionné sortir avec quelqu'un qui est marié. Oh, je comprends la confusion, ai-je dit avec une chaleur maîtrisée. Tom et moi sommes divorcés, et Chloé craignait que votre famille n'ait des préoccupations quant à sa fréquentation de quelqu'un qui a été précédemment marié. Elle sait à quel point votre approbation est importante pour elle, et elle était nerveuse de présenter Tom correctement. Eh bien, c'est très attentionné de sa part d'être prévenante envers nos sentiments. Nous apprécions les valeurs traditionnelles, mais nous comprenons certainement que les bonnes personnes retrouvent parfois l'amour après des circonstances difficiles. Parfait. C'est exactement ce que j'ai dit à Chloé que vous diriez. Votre famille a une telle réputation de gentillesse et de compréhension, c'est pourquoi elle a décidé qu'elle était prête pour que Tom rencontre tout le monde. Il prévoit de descendre à Asheville ce samedi, et elle voulait que ce soit une surprise ce samedi. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Bradley sera tellement excité. Nous espérions rencontrer ce jeune homme à propos duquel elle a été si secrète. Elle a été secrète parce qu'elle voulait que tout soit parfait quand le moment serait venu. Elle a même convaincu Tom de regarder des maisons dans la région d'Asheville car elle aime être près de sa famille. Ce n'était pas entièrement inventé. Au cours de mes recherches, j'avais découvert que Chloé avait bien consulté des sites immobiliers pour des propriétés à Asheville, bien que je soupçonne qu'elle fantasmait sur un avenir avec Tom plutôt que de faire des plans concrets. Des maisons à Asheville. Elle n'a jamais mentionné. Eh bien, elle parlait de faire de grands changements dans sa vie. Oh, Evelyn, c'est une nouvelle tellement excitante. Je sais qu'elle aimerait montrer Charlotte à Tom, peut-être voir quelques-unes de ces belles maisons près de chez vous. En fait, elle a mentionné vouloir regarder quelques propriétés samedi après-midi, peut-être vers 15 h quand l'éclairage est le meilleur pour voir les maisons. 15 h samedi. Eh bien, Bradley aura terminé le match de baseball de Joshua à ce moment-là, et j'aurai fini à la banque alimentaire. Ce timing fonctionne parfaitement. Merveilleux. Maintenant, Madame Shields, je dois mentionner quelque chose. Chloé a été un peu nerveuse à propos d'un détail particulier. La maison qu'il regarde samedi est assez chère. C'est dans ce joli quartier près de Sunset Mountain où se trouvent toutes ces belles maisons traditionnelles. Oh mon Dieu, c'est un quartier agréable. Ces maisons doivent coûter assez cher. Oui. C'est pourquoi Chloé voulait que j'explique que Tom a été financièrement très prospère.
Elle ne voulait pas que votre famille s'inquiète de savoir s'il pouvait subvenir correctement à ses besoins. C'est très responsable de sa part de penser à ces choses. Bradley dit toujours qu'un homme doit pouvoir subvenir aux besoins de sa famille avant de se prendre au sérieux en mariage. Exactement. Et Tom a été très généreux. Il a même acheté de beaux bijoux à Chloé et l'a emmenée en merveilleux voyage. Elle hésite à mentionner ces choses parce qu'elle ne veut pas paraître matérialiste, mais elle voulait que votre famille sache que Tom la traite très bien. On dirait qu'il est un bon homme qui se soucie de son bonheur. Il le fait certainement. Ils vivent pratiquement ensemble. Ils sont si dévoués l'un à l'autre. Chloé passe presque toutes les nuits chez Tom. J'ai laissé cette précision s'installer un moment avant de continuer. Madame Shields, serait-il possible que votre famille soit disponible samedi après-midi? Chloé a pensé que ce serait bien si vous étiez tous juste dehors quand il passe en voiture pour regarder la maison. Vous savez, une rencontre fortuite qui donnerait à chacun une chance de se rencontrer naturellement. Quelle idée adorable. Oui, nous pouvons certainement nous arranger pour être dans la cour avant vers 15 heures, peut-être que nous travaillerons dans le jardin ou quelque chose de naturel comme ça. Parfait. La maison qui le regarde est au 847 Sunset Mountain Road. Ce beau colonial avec les piliers en pierre. C'est à seulement 2 pâtés de maison de votre adresse. Si je lis ceci correctement. Oh mon Dieu, c'est pratiquement au coin de la rue. C'est la maison Henderson. Elle est en vente depuis des mois. Une propriété si magnifique. Oui. Chloé est tombée amoureuse immédiatement. Elle a dit que cela lui rappelait le genre de maison dans laquelle elle voudrait élever une famille un jour. Eh bien, n'est-ce pas précieux, Evelyn? Merci tellement de nous avoir aidés à organiser cela. Vous devez penser très favorablement de Chloé pour prendre autant de peine. Madame Shields, je crois que chaque famille mérite de savoir exactement avec qui sa fille est impliquée. L'honnêteté complète est le fondement de toute bonne relation. Vous avez absolument raison à ce sujet, ma chère. Eh bien, nous nous verrons samedi après-midi. Après avoir raccroché, je me suis rassise sur ma chaise et j'ai souri. Phase interminée. Le samedi après-midi est arrivé avec un temps printanier parfait, ensoleillé et chaud, idéal pour qu'une famille travaille tranquillement dans sa cour avant. Je me suis positionné dans un café à 3 pâtés de maison de la maison des Shields à 14h45 avec une vue claire sur Sunset Mountain Road. À 14h58 exactement, j'ai vu la BMW argentée de Tom tourner dans la rue, se déplaçant lentement comme si les occupants regardaient effectivement des maisons. J'avais passé le vendredi soir à passer un dernier appel à Chloé, jouant mon rôle à la perfection. Chloé, c'est Evelyn. J'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle, mais je voulais faire le point sur notre conversation de la semaine dernière. Oh, bonjour, Evelyn. Sa voix était prudente, mais pas hostile. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit à propos de ta famille et j'ai réalisé que j'avais peut-être été trop dur. Si Tom et toi êtes heureux ensemble, alors je devrais le respecter. Je me demandais si tu voudrais aller regarder des maisons ce week-end, peut-être à Asheville. Je sais que tu as mentionné que ta famille te manquait. Chasse aux maisons à Asheville. J'ai fait quelques recherches sur des propriétés là-bas et il y a de belles maisons disponibles. Puisque Tom et vous prévoyez un avenir ensemble, il serait peut-être bien de regarder des options plus près de votre famille, je pourrais même vous recommander des quartiers. L'enthousiasme dans sa voix était indéniable. Cela sonne en fait incroyable. Tom et moi parlions justement de passer plus de temps dans les montagnes. Merveilleux. Il y a cette magnifique maison coloniale sur Sunset Mountain Road qui vient d'arriver sur le marché. 847 Sunset Mountain Road. Elle a tout ce que vous avez mentionné vouloir. Architecture traditionnelle, magnifique jardin, quartier familial. Cela semble parfait. À quelle heure devrions-nous la regarder? L'agent immobilier a suggéré samedi après-midi vers 15 heures pour le meilleur éclairage. C'est une rue si jolie pour se promener et avoir une idée du quartier. Maintenant, en regardant par la fenêtre du café, j'ai vu la voiture de Tom s'arrêter devant le 847 Sunset Mountain Road. L'enseigne à vendre était bien visible, et je pouvais voir Tom et Chloé sortir pour examiner la propriété. Chloé portait une robe d'été et des sandales, l'air jeune et excité. Tom était habillé de manière décontractée mais coûteuse, jouant le rôle du petit ami qui réussit. À 2 pâtés de maison, je pouvais voir que la famille Shields s'était positionnée parfaitement dans leur cour avant.
Bradley taillait des haies près de la boîte aux lettres tandis que Pénélope sarclait les parterres de fleurs. Leurs deux jeunes fils lavaient une voiture familiale dans l'allée. Cela avait l'air complètement naturel et fortuit. J'ai vu Chloé pointer les caractéristiques architecturales de la maison, expliquant clairement quelque chose à Tom. Ils ont fait le tour de la propriété, regardé par les fenêtres, et passé plusieurs minutes à examiner le jardin. Puis, comme je l'espérais, ils ont commencé à marcher dans la rue pour explorer le quartier. Alors qu'ils approchaient de la maison des Shields, j'ai vu Pénélope lever les yeux de son jardinage et faire un signe enthousiaste. Même à 3 pâtés de maison, j'ai pu voir que le langage corporel de Chloé avait radicalement changé. Sa confiance détendue a été remplacée par une tension soudaine. J'ai quitté le café et je me suis rapproché, me positionnant derrière un grand chêne où je pouvais observer sans être vu. Chloé, ma chérie, quelle merveilleuse surprise. Pénélope se précipitait à travers la pelouse, son visage rayonnant de joie. Et ça doit être Tom. Bradley s'était redressé de sa taille de haie, les sécateurs de jardin toujours à la main, souriant largement alors qu'il approchait. Eh bien, je ne te crois pas, Chloé. Chérie, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu venais? Je pouvais voir clairement le visage de Chloé maintenant. La couleur avait complètement disparu, et elle regardait entre ses parents et Tom avec une panique évidente. Tom, quant à lui, tendait la main à Bradley avec le sourire confiant d'un homme habitué à faire de bonnes premières impressions. Monsieur et Madame Shields, je présume. Je suis Tom Brox. Chloé m'a beaucoup parlé de vous. Tom Brox, répéta Bradley, lui serrant fermement la main. Heureux de vous rencontrer, mon fils. Chloé vous a gardé secret de nous. Papa, nous étions justes. Nous regardions des maisons dans le coin. La voix de Chloé était tendue, à peine audible. Des maisons. Pénélope tapa dans ses mains. Oh, comme c'est excitant. Pensez-vous vous installer à Asheville? Chloé, ce serait merveilleux de vous avoir à nouveau près de la maison. Tom jeta un coup d'œil à Chloé avec confusion. S'installer à Asheville? Nous explorions juste des options pour l'avenir. Bien sûr, hocha Bradley d'un air approbateur. Il est judicieux de regarder autour de soi avant de prendre des décisions importantes. Et c'est bien de voir un jeune homme qui planifie à l'avance. Chloé nous a dit que vous êtes assez prospère dans les affaires. Je me débrouille assez bien, répondit Tom modestement, visiblement ravi de l'approbation. Assez pour subvenir aux besoins d'une famille, j'espère, dit Pénélope avec un rire chaleureux. Je ne dis pas que nous vous pressons, vous deux, mais nous croyons aux valeurs traditionnelles concernant le mariage et le soutien d'une épouse. Le mot épouse flotta dans l'air comme un coup de tonnerre. Maman, s'il te plaît. La voix de Chloé était à peine audible. Oh, ma chérie, ne sois pas embarrassée. Tom semble être un bon jeune homme, bien que je doive demander. Pénélope se tourna vers Tom avec la franchise d'une mère protégeant sa fille. Chloé a mentionné que vous étiez précédemment mariés. Nous comprenons ces choses, mais nous aimons avoir une vision claire de la situation. Le sourire confiant de Tom vacilla légèrement. Précédemment marié. Oui, le divorce a été récemment finalisé. Récemment? La voix de Bradley portait l'autorité d'un homme habitué à obtenir des réponses directes. Quand, mon fils? Je regardais le visage de Tom alors qu'il réalisait qu'il se tenait devant des parents baptistes conservateurs qui attendaient des réponses claires et honnêtes sur ses intentions envers leur fille. Les mensonges décontractés qui avaient fonctionné avec Chloé ne suffiraient pas ici. Très récemment, dit-il prudemment. Et vous vivez ensemble maintenant, demanda Pénélope, son ton toujours chaleureux mais avec une pointe d'inquiétude. Chloé a mentionné passer toutes les nuits chez vous. Chloé semblait sur le point de s'évanouir. En fait, dis-je, sortant de derrière le chêne avec un timing parfait. Le divorce de Tom n'est pas du tout finalisé parce que Tom est toujours marié à moi. Le silence qui s'ensuivit fut si complet que j'entendis un chien aboyer à 3 rues de là. Le visage de Chloé passa par plusieurs changements de couleur, s'arrêtant sur un vert grisâtre maladif. La bouche de Tom s'ouvrit et se ferma sans produire de son. La prise de Bradley se resserra sur ses sécateurs de jardin. Pénélope fut la première à retrouver la parole. Je suis désolé. Qui êtes-vous? Je suis Evelyn Water. Je suis la femme de Tom. J'ai souri agréablement et me suis approché du groupe avec le calme confiant d'une personne qui détenait toutes les cartes. Je crois que nous avons parlé au téléphone hier. Madame Shields,
c'est moi qui ai organisé cette merveilleuse rencontre surprise. Vous êtes sa femme. La voix de Bradley était mortellement calme. Depuis 8 ans maintenant, Tom a quitté notre maison il y a exactement 2 semaines pour vivre avec votre fille à Charlotte. Aucun papier de divorce n'a été déposé. Aucune séparation légale n'existe. Ils ont eu une liaison pendant que Tom et moi étions activement mariés et partagions un lit. Chloé fit un son semblable à celui d'un animal blessé. Tom, tu as dit que tu m'avais dit que tu étais divorcé. Je t'ai dit que nous allions divorcer, dit Tom faiblement. Les papiers étaient en cours de préparation. Les papiers qui n'existent pas. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran. J'ai parlé à votre avocat hier, Tom. Vous n'avez jamais engagé d'avocat. Vous n'avez jamais rien déposé. Vous avez menti à tout le monde. Bradley s'avança, le visage rougi de colère. Vous voulez dire que vous vivez dans le péché avec ma fille pendant que vous êtes marié à une autre femme. Monsieur Shields, je peux expliquer. Expliquer quoi? La voix de Pénélope était montée à presque un cri. Expliquez comment vous avez menti à notre fille. Comment vous l'avez rendue adultère? Comment vous l'avez entraînée dans une situation qui va à l'encontre de tout ce que nous lui avons appris? Les 2 jeunes fils Shields avaient arrêté de laver la voiture et regardaient le drame se dérouler avec de grands yeux. Les voisins commençaient à sortir de leur maison, attirés par les voix fortes. Maman, papa, s'il vous plaît. Chloé pleurait maintenant, son mascara coulant sur ses joues. Je ne savais pas. Il m'a dit qu'ils étaient séparés. Il a dit que le divorce était presque final. Et vous avez cru que cela le rendait acceptable? La voix de Bradley portait la déception d'un père dont la fille avait violé les valeurs familiales fondamentales. Vous avez cru qu'il était approprié de vivre avec un homme marié. Tom m'aime, dit Chloé désespérément. Dis-leur, Tom. Dis-leur que nous allons nous marier dès que le divorce sera final. Tom regarda entre les parents en colère, sa petite amie qui sanglotait et sa femme calme. L'homme confiant qui s'était frayé un chemin à travers les réunions d'affaires et les affaires extra-conjugales était complètement mal préparé à ce niveau de responsabilité morale. Eh bien, exigea Pénélope, avez-vous l'intention d'épouser notre fille? Oui, éventuellement quand les choses seront réglées. Quand quoi, des choses réglées? Bradley s'approcha de Tom. Quand vous aurez trouvé comment vous démêler des mensonges que vous avez racontés. Quand vous déciderez si vous voulez être marié à votre vraie femme ou à notre fille. Il était temps pour moi de délivrer le coup de grâce. En fait, monsieur et madame Shields, il y a autre chose que vous devriez savoir. Tom a financé cette liaison en volant de l'argent sur nos comptes conjoints et en utilisant les cartes de crédit de l'entreprise pour des dépenses personnelles. Il ment également à son employeur concernant son emploi du temps de voyage. Le succès professionnel qui impressionne tellement Chloé, il est basé sur le vol et la fraude. Le visage de Tom devint blanc. Evelyn, tu ne peux pas prouver ça. J'ai des relevés bancaires, des relevés de cartes de crédit et de la documentation du service des ressources humaines de votre entreprise. J'ai déjà déposé un rapport de police pour fraude financière. J'imagine qu'ils vous contacteront bientôt. Chloé regarda Tom avec une horreur croissante. Est-ce vrai? As-tu volé de l'argent? Ce n'est pas du vol quand il s'agit de biens communautaires, Tom, dis-je doucement. Nous vivons dans le Connecticut. Ce n'est pas un état de biens communautaires, et les cartes de crédit de l'entreprise ne sont jamais des biens communautaires. Le poids de sa situation le frappait enfin. Il se tenait devant des parents conservateurs qui le considéraient comme un prédateur qui avait corrompu leur fille, faisait face à des accusations criminelles de fraude financière et perdait la jeune femme pour laquelle il avait détruit son mariage. Sortez de ma propriété, dit Bradley calmement. Tous les deux, et ne revenez pas. Papa, s'il te plaît. Chloé tendit la main vers le bras de son père. Tu as fait ton choix, Chloé. Tu as choisi de vivre avec un homme marié qui ment et vole. Ce ne sont pas nos valeurs. Ce ne sont pas les principes avec lesquels nous t'avons élevé. Mais je l'aime. Non, dit fermement Pénélope. Tu aimes les mensonges qu'il t'a racontés. Tu aimes le fantasme de qui tu pensais qu'il était. Mais cet homme qui se tient là, ce voleur marié qui a trompé tout le monde dans sa vie. C'est qui il est vraiment. Alors que Tom et Chloé retournaient à sa voiture dans un silence désespéré, j'ai approché la famille Shields. Et Madame Shields,
je veux que vous sachiez que je ne blâme pas Chloé d'avoir cru au mensonge de Tom. Il est très convaincant, mais je pense que vous méritez de connaître la vérité sur qui était impliquée votre fille. Bradley hocha la tête d'un air sombre. Merci pour ça. Et je suis désolé que vous ayez dû traverser cela. Je ne le suis pas, dis-je honnêtement. Parfois, la vérité est exactement ce que tout le monde a besoin d'entendre. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Penelope Shields. Chloé était rentrée chez elle, avait rompu avec Tom, et reconstruisait sa relation avec sa famille. Tom avait été licencié de son emploi et faisait face à la fois à des accusations de fraude criminelle et à une procédure de divorce qui le laisserait avec des dettes importantes et aucun actif. Quant à moi, je vivais dans la maison magnifiquement restaurée de ma grand-mère à Asheville, dirigeant une entreprise prospère de recherche généalogique, et dormant paisiblement chaque nuit dans un lit qui m'appartenait entièrement. La vérité, comme disait toujours Grand-ma Rose, est vraiment le meilleur désinfectant. 2 ans se sont écoulés depuis cet après-midi de samedi sur Sunset Mountain Road, et je réfléchis souvent à la façon dont la vie peut changer radicalement lorsque vous arrêtez d'accepter les versions des autres sur votre réalité et que vous commencez à enquêter sur la vérité par vous-même. Les procédures judiciaires ont pris 8 mois pour se résoudre complètement. Le procès pénal de Tom pour fraude par carte de crédit a abouti à 18 mois de probation, des amendes substantielles et une marque permanente sur son casier qui a effectivement mis fin à sa carrière dans la vente pharmaceutique. Le règlement de divorce m'a été beaucoup plus favorable que ce que Tom n'avait jamais anticipé, surtout après que mon avocat ait présenté des preuves de sa tromperie financière systématique et de son adultère. Les capitaux propres de la maison que Tom avait tenté de voler sont devenus le fondement de ma nouvelle vie. Combiné à l'héritage de la propriété de ma grand-mère que j'avais finalement réclamée, j'avais suffisamment de capital pour recommencer n'importe où je le choisissais. J'ai opté pour Asheville, en partie parce que j'étais tombée amoureuse de la région lors de mes recherches, mais surtout parce que je voulais être proche de la maison où ma grand-mère m'avait appris que les femmes fortes n'attendent pas d'être sauvées, elles créent leurs propres solutions. Mon entreprise de recherche généalogique, Héritage Connexion, a connu une croissance au-delà de tout ce que j'imaginais possible. Le bouche à oreille s'est rapidement répandu dans la communauté soudée d'Asheville au sujet de la femme qui avait utilisé ses compétences de recherche familiale pour dénoncer un mari infidèle, et j'ai commencé à recevoir des appels de personnes qui avaient besoin d'enquêtes similaires. J'emploie maintenant 3 chercheurs à temps partiel et j'ai des clients dans tout le sud-est qui ont besoin d'aide pour retracer leur histoire familiale, retrouver des parents disparus, ou de plus en plus, mener des enquêtes de préversement sur des partenaires romantiques. L'ironie n'échappe pas au fait que mon plus grand succès professionnel a directement découlé des compétences que j'avais développées pendant que mon mariage se dissolvait. Chaque technique que j'avais apprise pour retracer les immigrants du 19e siècle s'est avérée inestimable pour suivre la tromperie moderne. Chaque base de données que j'avais maîtrisée pour le travail généalogique est devenue un outil pour découvrir la fraude financière. Chaque compétence d'entretien que j'avais développée pour les projets d'histoire familiale m'a aidé à extraire la vérité de personnes qui s'étaient habituées au mensonge. J'ai entendu par l'intermédiaire de contacts mutuels que Tom a finalement trouvé du travail comme associé des ventes de bas niveau dans une entreprise d'appareils médicaux en Caroline du Sud. Il loue un petit appartement et conduit une berline d'occasion, un changement radical par rapport au style de vie qu'il avait maintenu grâce au vol et à la tromperie. Plusieurs personnes m'ont dit qu'il avait l'air plus âgé, épuisé par les conséquences de choix dont il pensait probablement qu'il ne le rattraperait jamais. L'histoire de Chloé a un arc plus rédempteur. 6 mois après la confrontation avec ses parents, elle m'a appelé de manière inattendue. La conversation était maladroite mais sincère. Elle s'est excusée pour son rôle dans la liaison, bien que je lui ai dit que la responsabilité principale incombait à Tom, qui avait systématiquement menti à toutes les personnes impliquées. Elle m'a demandé si je pouvais expliquer comment j'avais découvert la vérité, disant qu'elle voulait comprendre les signes qu'elle avait manqués. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure des petites incohérences qui avaient révélé la tromperie de Tom, ses explications vagues sur les voyages d'affaires, sa réticence à la présenter à ses collègues, sa gestion minutieuse de leur présence sur les réseaux sociaux, sa diversion chaque fois qu'elle posait des questions spécifiques sur le calendrier du divorce. J'ai expliqué comment les personnes vivant une double vie créent souvent des histoires élaborées qui semblent plausibles individuellement, mais qui ne résistent pas à un examen attentif. Chloé m'a dit qu'elle était retournée à l'école pour terminer son diplôme en sciences de l'exercice et qu'elle avait commencé à travailler dans une clinique de physiothérapie à Asheville. Elle vivait avec ses parents tout en reconstruisant sa relation avec sa famille et en apprenant à faire confiance à son propre jugement. Elle avait également commencé à faire du bénévolat auprès d'une organisation locale qui aide les femmes à reconnaître les signes des relations manipulatrices.
Je n'arrête pas de penser à la façon dont vous êtes resté si calme ce jour-là, a-t-elle dit lors de notre conversation. Même lorsque vous détruisiez tout mon monde, vous ne sembliez jamais en colère. Comment avez-vous fait ça? J'ai réfléchi longtemps à sa question avant de répondre, je n'étais pas en colère parce que je n'étais pas surprise. Une fois que j'ai commencé à chercher la vérité au lieu d'espérer le meilleur, tout est devenu clair. La colère vient du choc, du fait que ses attentes soient violées. Mais si vous êtes honnête quant à ce que les preuves montrent, il y a rarement de vraies surprises. Cette conversation m'a aidé à comprendre quelque chose d'important sur mon propre parcours. La femme qui s'était assise dans sa cuisine 18 mois plus tôt, écoutant son mari annoncer négligemment sa liaison pendant que sa maîtresse le coachait en arrière-plan, était quelqu'un qui préférait les illusions confortables aux vérités difficiles. La femme que j'étais devenue était quelqu'un qui faisait confiance à sa propre enquête plutôt qu'aux assurances des autres. Ma nouvelle vie n'est pas dramatique ou particulièrement excitante selon les normes externes. Je vis seul dans un bungalow restauré des années 1920 avec un jardin où je cultive des légumes et des herbes. Je travaille depuis un bureau à domicile rempli de photographies de famille et de tableaux généalogiques. J'assiste aux réunions de la société historique locale et je fais du bénévolat lors d'événements communautaires. Je date occasionnellement, mais je suis sélective quant à qui j'autorise dans ma paix soigneusement construite. Mais cette vie tranquille est construite sur une base d'honnêteté absolue. Je sais exactement combien d'argent j'ai, d'où il vient, et comment je le dépense. Je connais mes propres forces et limites. Je connais la différence entre la solitude et l'isolement, entre être seul et être abandonné. Plus important encore, je sais que les compétences que j'ai utilisées pour découvrir la trahison de Tom, l'observation attentive, la recherche systématique, la confiance aux preuves plutôt qu'aux émotions, sont les mêmes compétences qui m'aident à construire une vie digne d'être protégée. Chaque jour, je choisis la vérité plutôt que le confort, l'investigation plutôt que l'hypothèse, l'épreuve plutôt que le souhait. Certains pourraient qualifier ce que j'ai fait à Tom et Chloé de vengeance, mais je vois cela différemment. J'ai simplement veillé à ce que toutes les personnes impliquées aient accès aux mêmes informations avant de prendre leurs décisions. Les beaux-parents de Tom méritaient de savoir avec qui leur fille vivait. Chloé méritait de comprendre quel genre d'homme elle avait rencontré. L'employeur de Tom méritait de savoir comment leurs ressources étaient utilisées. Les conséquences que Tom a rencontrées n'étaient pas ma vengeance. Elles étaient le résultat naturel de ses choix devant enfin voir la lumière du jour. Et à la fin, c'est la leçon la plus précieuse que j'ai apprise. La vérité ne détruit pas les bonnes choses. Elle ne fait que révéler ce qui était déjà brisé, donnant à chacun l'opportunité de construire quelque chose de mieux à sa place. Prêt pour la suite? Si cet épisode vous a parlé, les suivants sont absolument à ne pas manquer. Appuyez simplement pour plonger. De plus, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos nouvelles publications de contenu.